Oh, vous avez vu ça? Regardez là-bas, la terrasse de café là. Ah oui, Le garçon de café. oui. Il a le geste vif et appuyé. Un peu trop vif, un peu trop rapide à mon goût. Il s'avance vers le consommateur d'un pas un peu trop vif. Il a le geste un peu trop pressé, hein. Sa voix, ses yeux expriment un intérêt un peu trop plein de sollicitude pour la commande du client. Oh, le voilà qui revient, en essayant d'imiter dans sa démarche la rigueur inflexible dont on ne sait quelle automate, et tout en portant son plateau. Il a une sorte de témérité de funambule en le mettant dans un équilibre perpétuellement instable. Et perpétuellement rompu, qui rétablit perpétuellement d'un mouvement léger du bras et de la main. On dirait qu'il joue à un jeu. Mais à quel jeu joue-t-il? Il faut pas longtemps pour comprendre. Il joue à être garçon de café. Allons nous préparer et tâchons de ne pas l'imiter. Soyons justes, soyons vrais. Entre vous et moi, il y a une certaine différence, mon cher. Quand il s'agit de payer sa note, mon cher, votre argent ne vaut pas plus que le mien. Il se peut, mon cher. Mais si notre hôtesse a des égards pour moi, c'est bien parce que je le mérite plus que vous. Pour quelle raison, s'il vous plaît? Eh bien, parce que, mon cher, moi, je suis le marquis de Forlipopoli. Eh bien, moi, mon cher, je suis le comte d'Alba Fiorita. Mais oui, vous êtes comte. Votre titre vous a coûté bien assez gros. J'ai acheté mon comté le jour même où vous vendiez votre marquisat. Oh, je vous en prie, mon cher. Moi, je suis quelqu'un. Et l'on me doit le respect. Qui songe à vous manquer de respect? C'est vous-même qui me prenez de trop haut. Moi, je suis descendu ici parce que j'aime l'hôtesse. Tout le monde le sait. Et j'exige que tout le monde respecte une jeune femme qui a l'honneur de me plaire. Oh, voici ma foi qui est plaisant. Voudriez-vous, par hasard, m'interdire d'aimer Mirandoline? Pourquoi donc croyez-vous que je sois à Florence? Pourquoi donc croyez-vous que je sois descendu dans cette auberge? Peu importe. Vous n'arriverez à rien. Moi, je n'arriverai à rien. Tandis que vous... Tout juste. Moi, je suis quelqu'un. Et Mirandoline a besoin de ma protection. Mirandoline a besoin d'argent.
et non de protection. L'argent. Cela court les rues, l'argent. Moi, monsieur le marquis, je dépense un sequin par jour, et je fais sans cesse des cadeaux à Mirandoline. Et moi, ce que je fais, je ne le dis pas. Moi, vous ne le dites pas, mais vous vous arrangez pour que tout le monde le sache. On ne sait pas tout. Mais si, mon cher, on le sait, les domestiques sont là pour le répéter. Et c'est ainsi que l'on sait que vous ne dépensez jamais plus de 3 pauvres petits paolis par jour. À propos des domestiques, hein, ce valet qui a nom Fabrice ne me revient guère. Il semble que notre hôtesse le regarde d'un assez bon œil. Il se peut qu'elle songe à l'épouser. Et ça ne serait pas maladroit de sa part. Si elle se marie, je lui ai promis 300 écus. Si jamais elle se marie, eh bien, elle aura ma protection. Et en outre, eh bien, je sais ce que je ferai en outre. Écoutez, mon cher, agissons en bonne amitié. Offrons-lui chacun 300 écus. Moi, ce que je fais, je le fais en secret. Et je ne m'en vante pas. Je suis ainsi, moi. Oh là, quelqu'un. Ah. Ça n'a plus un sou, et c'est plus orgueilleux qu'un deuil. Ah. Jeunes gens, prenez garde aux choses que vous dites. Tout peut sortir d'un mot qu'en passant vous perdites. Tout. La haine et le deuil. Et ne objectez pas que vos amis sont sûrs et que vous parlez bas. Écoutez bien ceci. Tête à tête, en pantoufle, porte close chez vous, sans un témoin qui souffle, vous dites à l'oreille au plus mystérieux de vos amis de cœur, ou, si vous l'aimez mieux, vous murmurez tout seul, croyant presque vous taire dans le fond d'une cave à 30 pieds sous terre, un mot désagréable à quelque individu. Ce mot que vous croyez qu'on n'a pas entendu, que vous disiez si bas, dans un lieu sourd et sombre, cours, appelle lâcher, pars, bondit, sors de l'ombre. Tenez, il est dehors, il connaît son chemin, il marche, il a 2 pieds, un bâton à la main, des bons souliers ferrés, un passeport en règle. Au besoin, il prendrait des ailes comme l'aigle. Il vous échappe, il fuit, rien ne l'arrêtera. Il suit le quai, franchit la place, etc. Passe l'eau son bateau dans la saison des crues et va tout à travers un dédale de rue, droit chez l'individu dont vous avez parlé. Il sait le numéro, l'étage, il a la clé, il monte l'escalier, ouvre la porte, passe, entre, arrive. Et railleur, regardant le mot face, dit « Me voilà, je sors de la bouche d'un tel. » Et c'est fait. Vous avez un ennemi mortel.
Merci beaucoup. L'article à rédiger sur le vin et l'art de vivre à la française, version 1. Presque fidèle à la tradition française, le pain et le vin sont inextricablement liés. Les catholiques savent faire preuve de souplesse, virgule, car ce n'est pas pour rien que l'on trouve un bistrot à proximité d'une église ou d'une cathédrale. Et si le service religieux n'a pas été formidable, virgule, on peut toujours soulager ou rafraîchir ses sauces au café. Point. Ouais, c'est pas mal. Ça me plaît plutôt bien, ça. Ah, très bien. Merci. C'est très bien. Merci. Merci. Ah, le vin. Enfant, la première gorgée et le goût qui l'accompagne sont assez âpres. Mais ce n'est pas évident de vouloir porter un toast à vos parents avec l'idée qu'il faut attendre l'adolescence pour en boire. Pour ma part, cela m'est arrivé comme ça. Cette boisson est capable de tirer l'intérieur de vos joues pour les coller ensemble, et le fond du palais transforme sa route lisse en papier de verre ou chiffon de nettoyage séché. Ah oui, j'ai eu la chance qu'un vigneron m'instruise il y a longtemps et possédait d'énormes vignobles au sud de la France. Et j'ai donc fait connaissance avec la récolte et la transformation ultérieure. Le vin de son domaine aurait maintenant été appelé vin biologique, un terme qu'il ne connaissait pas du tout à l'époque. Et tant mieux. Mais n'ajoutez aucun additif pour amplifier le goût, le pourcentage d'alcool ou la durée de conservation. C'était un vin que l'on pouvait consommer, pour ainsi dire, au petit déjeuner. J'ai demandé une fois à ces mêmes vignerons si, outre l'eau et le vin, ils buvaient également du lait. Eh bien, il m'a répondu qu'il commencerait à boire du lait quand les vaches mangeraient du raisin. Mais bon, soyons sérieuses. C'est la France qui a encore le plus à offrir en termes d'assortiment et de nuances par rapport aux autres producteurs de vin partout dans le monde. Point. L'addition, s'il vous plaît. Ah, merci.
Oui, oui, très bien, merci. Ah, je suis journaliste anglaise et je peux vous dire que le vin français réconforte le cœur des Britanniques. Cette boisson emblème du patrimoine culturel français a su traverser la Manche et conquérir le cœur des Anglais. C'est une relation franco-britannique des plus enivrantes. Et, regardez, totalement associé aux couleurs bleu, blanc, rouge, le vin affiche une place méritée au classement des boissons les plus consommées dans le monde. Et ce sont vos vins français qui font l'unanimité auprès des étrangers, et notamment chez leurs voisins d'outre-Manche. L'engouement anglais pour ce breuvage est vieux comme Mathusalem. Ne voulez-vous pas vous asseoir, partager un verre avec moi? Mais oui, volontiers. Vous pouvez? Merci. Merci. Chin, à l'avant. Tenez. Que serait le plaisir de la table sans une bonne bouteille de vin français en son centre? Depuis le Moyen-Âge, ce breuvage n'a jamais quitté le Royaume-Uni. Tous les types de vins y sont grandement appréciés, mais avec une légère préférence pour l'un d'entre eux. Si le blanc représente le grand favori du royaume de Sa Majesté, le rosé et le rouge lui tiennent la dragée haute. Et au-delà de son effet enivrant qui nous ferait presque oublier les soucis du quotidien, avec une consommation modérée, bien évidemment. Le vin a de réels bienfaits sur le corps humain. Le vin rouge, par exemple, il contient de nombreux antioxydants qui tendraient à réduire les risques d'attraper un cancer. Et non seulement le vin fait du bien à notre corps, mais l'on fait également à notre tête. Oui, j'affirme qu'avec modération, le vin possède des effets positifs sur l'esprit. Autour d'une table, le vin véhicule des sentiments et des émotions bénéfiques et essentielles du vivre ensemble en société. C'est un phénomène appelé joie de vivre à la française. Alors nous aussi, prenons notre plus beau verre à pied et attrapons une bonne bouteille dans notre cave personnelle. Et allez, installons-nous autour de la cheminée et délectons-nous de ces breuvages appréciés tant par les Français que par les Anglais. L'usage seulement fait la possession. Je demande à ces gens, de qui la passion est d'entasser toujours, mettre somme sur somme, quel avantage ils ont que n'est pas un autre homme. Diogène, là-bas, est aussi riche qu'eux.
et l'avare ici haut comme lui vit en vue. L'homme au trésor caché qu'Ésope nous propose servira d'exemple à la chose. Ce malheureux attendait pour jouir de son bien une seconde vie. Ne possédait pas l'or, l'or le possédait. Il avait dans la terre une somme enfouie, son cœur avec n'ayant d'autre déduit que d'y ruminer jour et nuit, et de rendre sa chevance à lui-même sacrée. Qu'il alla ou qu'il vint, Qu'il but ou qu'il mangeât, on l'eût pris de bien court à moins qu'il ne songeât, à l'endroit où gisait cette somme enterrée. il y fit tant de tours qu'un jour le fossoyeur le vit. Se douta du dépôt et le prit sans rien dire. Notre avare, un beau jour, ne trouva que le nid. Voilà mon homme aux pleurs. Il gémit, il soupire, il se tourmente, il se déchire. Un passant lui demande. À quel sujet s'écrie? C'est mon trésor qu'on m'a pris. Votre trésor? Où pris? Tout joignant cette pierre. Hé! Sommes-nous en temps de guerre pour la porter si loin? N'eussiez-vous pas mieux fait de le laisser chez vous, en votre cabinet, que de le changer de demeure? Vous auriez pu sans peine y puiser à toute heure. À toute heure? Mon trésor? Je voulais le garder. L'argent vient-il comme il s'en va? Je n'y touchais jamais. Dites-moi donc de grâce, pourquoi vous vous affligez tant, puisque vous ne touchiez jamais à cet argent? Mettez une pierre à la place, elle vous vaudra tout autant. Au voleur! Au voleur! Oh l'assassin! Au meurtrier! Oh justice, juste ciel! Je suis perdu! Je suis assassiné! On m'a coupé la gorge! On m'a dérobé mon argent? Qui peut être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Oh, que ferais-je pour le trouver? Où courir? Oh, où ne pas courir? On n'est-il point là? Oh, n'est-il point ici? Qui est-ce? Arrête! Non, rends-moi mon argent! Coquin! Ah, c'est moi! Mon esprit est troublé! J'ignore où je suis, qui je suis, et ce que je fais. Hélas! Oh, mon pauvre argent! Mon cher Hardy! On m'a privé de toi! Et puisque tu m'as enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie! Oh, tout est fini pour moi! Et je n'ai plus que faire au monde! J'en ai fait! Je n'en puis plus! Oh, je me meurs! Oh, je suis mort! Je suis enterré! Y a-t-il personne qui veuille me ressusciter? En me rendant mon cher argent?
en m'apprenant qu'il a pris. Que dites-vous? Je n'ai personne. Il faut, qui que ce soit qui ait fait le coup, qu'avec beaucoup de soin, on épie l'heure. L'on a choisi justement le temps que je parlais à mon traître de fils. Sortons. Je vais aller quérir la justice et faire donner toute la question à toute ma maison. À servante, à valet, à fils, à fille, et à moi aussi. Que de gens assemblés! Je ne jette mes regards sur personne qui ne me donne des soupçons. Et tout me semble mon voleur. Et de quoi est-ce qu'on parle là? Que celui qui m'a dérobé? Quel bruit fait-on là-haut? Est-ce mon voleur qui y est? Oh, oh de grâce! Si vous savez des nouvelles de mon voleur, je vous supplie que l'on m'en dise. N'est-il point caché là parmi vous? Ils me regardent tous et se mettent à rire. Vous verrez qu'ils ont part sans doute au vol que l'on m'a fait. Allons, vite! Des archers, des commissaires, des prévôts, des juges, des jeunes, des potences et des bourreaux. Je veux faire pendre tout le monde. Et si je ne retrouve mon argent, je me prendrai moi-même après. Bravo. Le don. Un homme riche dit: parlez-nous du don. Et le prophète répondit: vous donnez, mais bien peu quand vous donnez de vos possessions. C'est lorsque vous donnez de vous-même que vous donnez véritablement. Car que sont vos possessions? Sinon des choses que vous conservez et gardez par peur d'en avoir besoin le lendemain. Et demain, qu'apportera demain au chien trop prévoyant qui enterre ses os dans les sables sans piste, tandis qu'il suit les pèlerins dans la ville sainte? Tout ce que vous possédez un jour sera donné. Donnez donc maintenant, afin que la saison du don soit la vôtre et non celle de vos héritiers. Vous dites souvent: je donnerai, mais seulement à ceux qui le méritent. Les arbres de vos vergers ne parlent pas ainsi, ni les troupeaux de vos pâturages. Ils donnent de sorte qu'ils puissent vivre, car pour eux, retenir et périr. Assurément, celui qui est digne de recevoir ses jours et ses nuits est digne de recevoir tout le reste de vous. Et celui qui mérite de boire à l'océan de la vie mérite de remplir sa coupe à votre petit ruisseau. Et quel mérite plus grand peut-il exister que celui qui réside dans le courage et la confiance et même dans la charité de recevoir? Et qui êtes-vous pour qu'un homme doive dévoiler sa poitrine et abandonner sa fierté, de sorte que vous puissiez voir sa dignité mise à nu et sa fierté exposée? Vous avez d'abord à mériter vous-même de pouvoir donner et d'être un instrument du don,
Car en vérité, c'est la vie qui donne à la vie. Tandis que vous, qui imaginez pouvoir donner, n'êtes rien d'autre qu'un témoin. Et vous qui recevez, et vous recevez tous, ne percevez pas la gratitude comme un fardeau, car ce serait imposer un joug à vous-même comme à celui qui donne. Élevez-vous plutôt avec celui qui vous a donné par ses offrandes comme avec des ailes. Car trop se soucier de votre dette, c'est douter de sa générosité, qui a la terre bienveillante pour mère et Dieu pour père. Voici la chimérique histoire de Don Quichotte et les moulins à vent. En ce moment, ils découvrirent 30 ou 40 moulins à vent qu'il y a dans cette plaine. Et, dès que Don Quichotte les vit, il dit à son écuyer: « La fortune conduit nos affaires mieux que ne pourrait y réussir notre désir même. Regarde, ami Sancho, voilà devant nous au moins 30 démesurés géants auxquels je pense livrer bataille et ôter la vie à tous, tant qu'ils sont. » Quels géants? Ceux que tu vois là-bas, avec leurs grands bras, car il y en a qui les ont de presque 2 lieues de long. Prenez donc garde, ce que nous voyons là-bas, ce ne sont pas des géants, mais des moulins à vent. Et ce qui paraît leurs bras, ce sont leurs ailes, qui, tournées par le vent, font tourner à leur tour la meule du moulin. Il donne de l'éperon à son cheval Rocinante, sans prendre garde aux avis de son écuyer Sancho, qui lui disait qu'à coup sûr, c'étaient des moulins à vent et non des géants qu'il allait attaquer. Pour lui, il s'était si bien mis dans la tête que c'étaient des géants, que non seulement il n'entendait point les cris de son écuyer Sancho, mais que même en approchant tout près, il ne parvenait pas à reconnaître la vérité. Au contraire, et tout en courant, il disait à grands cris: « Ne fuyez pas, lâches et viles créatures, c'est un seul chevalier qui vous attaque. » Un peu de vent s'étant alors levé, les grandes ailes commencèrent à se mouvoir. Ce que voyons Don Quichotte, il s'écria: « Quand même vous remueriez plus de bras que le géant Briaré, vous allez me le payer. » Puis, bien couvert de son écu et la lance en arrêt, il se précipite au plus grand galop de Rocinante contre le premier moulin qui se trouvait devant lui. Mais, au moment où il perçait l'aile d'un grand coup de lance, le vent la chasse avec tant de furie qu'elle met la lance en pièces et qu'elle emporte après elle le cheval et le chevalier qui s'en alla rouler sur la poussière en fort mauvais état. Miséricorde! N'avais-je pas bien dit à votre grâce qu'elle prit garde à ce qu'elle faisait, que ce n'était pas autre chose que des moulins à vent, et qu'il fallait, pour s'y tromper, en avoir d'autres dans la tête?
Il y avait déjà bien des années que de Combray, tout ce qui n'était pas le théâtre et le drame de mon coucher n'existait plus pour moi. Quand un jour d'hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j'avais froid, me proposa de me faire prendre, contre mon habitude, un peu de thé. Je refusai d'abord, et je ne sais pourquoi, me ravisai. Elle envoya chercher un de ces petits gâteaux courts et dodus, appelés Petite Madeleine, qui semble avoir été moulé dans la valve rainurée d'une coquille de Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée, mêlée des miettes du gâteau, toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes. Ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour, en me remplissant d'une essence précieuse. Ou plutôt, cette essence n'était pas en moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D'où avait pu me venir cette puissante joie? Je sentais qu'elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu'elle le dépassait infiniment, ne devait pas être de même nature. D'où venait-elle? Que signifiait-elle? Où l'appréhender? Je bois une seconde gorgée où je ne trouve rien de plus que dans la première. Une troisième qui m'apporte un peu moins que la seconde. Il est temps que je m'arrête. La vertu du breuvage semble diminuer. Il est clair que la vérité que je cherche n'est pas en lui, mais en moi. Je pose la tasse et me tourne vers mon esprit. C'est à lui de trouver la vérité. Et tout à coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin à Combray, parce que ce jour-là je ne sortais pas avant l'heure de la messe, quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait, après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite Madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté. Peut-être parce que, en ayant aperçu souvent depuis, sans en manger, sur les tablettes des pâtissiers, leur image avait quitté ces jours de Combray pour se lier à d'autres plus récents. Peut-être parce que de ces souvenirs, abandonnés si longtemps hors de la mémoire, rien ne survivait. Tout s'était désagrégé. Les formes, et aussi celles du petit coquillage de pâtisserie, si grassement sensuel sous son plissage sévère et dévot, s'étaient abolies ou ensommeillées, avaient perdu la force d'expansion qui leur eût permis de rejoindre la conscience.
Mais qu'en un passé ancien, rien ne subsiste. Après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. Monsieur, je vous demande pardon de tout mon cœur. Cela est admirable. Vous ne trouverez pas mauvais, s'il vous plaît, la curiosité que j'ai eue de voir un illustre malade comme vous êtes. Et votre réputation, qui s'étend partout, peut excuser la liberté que j'ai prise. Monsieur, je suis votre serviteur. Je vois, monsieur, que vous me regardez fixement. Quel âge croyez-vous bien que j'ai? Je crois que, tout au plus, vous pouvez avoir 26 ou 27 ans. J'en ai 90. 90? Oui, vous voyez un effet des secrets de mon art, de me conserver ainsi frais et vigoureux. Par ma foi, voilà un beau jeune vieillard pour 90 ans. Je suis médecin passager, qui vais de ville en ville, de province en province, de royaume en royaume, pour chercher d'illustres matières à ma capacité, pour trouver des malades dignes de m'occuper, capables d'exercer les grands et beaux secrets que j'ai trouvés dans la médecine. Je dédaigne de m'amuser à ce menu fatras de maladies ordinaires, à ces bagatelles de rhumatisme et de fluxion, à ces fièvrottes, à ces vapeurs et à ces migraines. Je veux des maladies d'importance, de bonnes fièvres continues avec des transports au cerveau, de bonnes fièvres pourprées, de bonnes pestes, de bonnes hydropisies formées, de bonnes pleurésies avec des transports au cerveau. C'est là que je me plais. C'est là que je triomphe. Et je voudrais, monsieur, que vous eussiez toutes les maladies que je viens de dire, que vous fussiez abandonné de tous les médecins, désespérés, à l'agonie, pour vous montrer l'excellence de mes remèdes et l'envie que j'aurai de vous rendre service. Je vous suis obligé, monsieur, des bontés que vous avez pour moi. Donnez-moi votre cou. Allons donc, que l'on batte comme il faut. Ah, je vous ferai bien aller comme vous devez.
Ce pouls-là fait l'impertinent. Je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Qui est votre médecin? Monsieur Purgon? Cet homme-là n'est point écrit sur mes tablettes entre les grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade? Il dit que c'est du foie, et d'autres disent que c'est de la rate. Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Oui, que sentez-vous? Je sens de temps en temps des douleurs de tête. Justement, le poumon. Il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux. Le poumon. J'ai quelquefois des maux de cœur. Le poumon. Je sens parfois des lassitudes par tous les membres. Le poumon. Et quelquefois, il me prend des douleurs dans le ventre, comme si c'était des coliques. Le poumon. Vous avez appétit? Est-ce que vous mangez? Oui, monsieur. Le poumon. Vous aimez à boire un peu de vin? Oui, monsieur. Le poumon. Il vous prend un petit sommeil après le repas. Et vous êtes bien aise de dormir. Oui, monsieur. Le poumon. Le poumon, vous dis-je. Que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture? Il m'ordonne du potage, Ignorant. de la volaille, Ignorant. du veau, Ignorant. des bouillons, Ignorant. des œufs frais, Ignorant. et le soir, des petits pruneaux pour lâcher le ventre. Ignorant. Et surtout, de bas vin fort trempé. Ignorantus. Ignoranta. Ignorantum. Il faut boire votre vin pur. Et pour épaissir votre sang qui est trop subtil, il faut manger du bon gros porc, du bon gros bœuf, du fromage de Hollande, du gruau et du riz, et des marrons et des oublis pour coller, conglutiner. Votre médecin est une bête. Je vais vous en envoyer un de ma main, et je viendrai vous voir de temps en temps, tandis que je serai en cette ville. Vous me livrez beaucoup. Que diantre faites-vous avec ce bras-là? Voilà un bras que je me ferais couper tout à l'heure si j'étais que debout. Et pourquoi? Ne voyez-vous pas qu'il tire à soi toute la nourriture et qu'il empêche ce côté-là de profiter? Oui, mais j'ai besoin de mon bras. Vous avez là aussi un œil droit que je me ferai crever à votre place. Crever un œil? Ne voyez-vous pas qu'il incommode l'autre et lui tire sa nourriture? Croyez-moi, faites-vous le crever au plus tôt. Vous y verrez plus clair de l'œil gauche. Cela n'est pas pressé, hein. Adieu. Je suis fâchée de vous quitter si tôt, mais il faut que je me trouve à une grande consultation qui doit se faire pour un homme qui mourut hier. Pour un homme qui mourut hier? Oui. Pour aviser et voir ce qu'il aurait fallu lui faire pour le guérir. Juste au revoir. Me couper un bras, me crever un œil, afin que l'autre se porte mieux. J'aime bien mieux qu'il ne se porte pas si bien. La belle opération de me rendre borgne et manchot.
Entendant des sanglots, je poussai cette porte. Les 4 enfants pleuraient et la mère était morte. Tout dans ce lieu lugubre effrayait le regard. Sur le grabat gisait le cadavre hagard. C'était déjà la tombe et déjà le fantôme. Pas de feu, le plafond laissait passer le chaume. Les 4 enfants songeaient comme 4 vieillards. On voyait comme une aube à travers des brouillards, aux lèvres de la morte un sinistre sourire. Et l'aîné qui n'avait que 6 ans semblait dire « Regardez donc cette ombre où le sort nous a mis ». Un crime en cette chambre avait été commis. Ce crime, le voici. Sous le ciel qui rayonne, une femme est candide, intelligente, bonne. Dieu, qui la suit d'en haut d'un regard attendri, la fit pour être heureuse. Humble, elle a pour mari un ouvrier. Tous deux, sans aigreur, sans envie, tirent d'un pas égal le licou de la vie. Le choléra lui prend son mari. La voilà veuve, avec la misère et 4 enfants qu'elle a. Alors elle se met au labeur comme un homme. Elle est active, propre, attentive, économe. Elle ne se plaint pas, sert qui veut l'employer. Rabote de vieux bas, fait des nattes de paille, tricote, file, coud, passe les nuits, travaille pour nourrir ses enfants. Elle est honnête, enfin. Un jour, on va chez elle. Elle est morte de faim. Oui, les buissons étaient remplis de rouge-gorge. Les lourds marteaux sonnaient à la lueur des forges. Les masques abondaient dans les balles, et partout les baisers soulevaient la dentelle du loup. Tout vivait. Les marchands comptaient de grosses sommes. On entendait rouler les chars, rire les hommes. Les chars ébranlaient les plaines, le steamer secouait son panache au-dessus de la mer. Et dans cette lueur de joie et de lumière, cette femme, étant seule au fond de sa chaumière, la faim, boule effarée aux hurlements plaintifs, maigre et féroce, était entrée à pas furtifs. Sans bruit, l'avait prise à la gorge et tuée. La faim, c'est le regard de la prostituée. C'est le bâton ferré du bandit. C'est la main du pâle enfant volant un pain sur le chemin. C'est la fièvre du pauvre oublié. C'est le râle du grabat naufragé dans l'ombre sépulcrale. Oh Dieu, la sève abonde. Et dans ses flancs troublés, la terre est pleine d'herbes et de fruits et de blé. Dès que l'arbre a fini, le sillon recommence. Et pendant que tout vit, oh Dieu, dans ta clémence, que la mouche connaît la feuille du sureau, pendant que l'étang donne à boire aux passereaux, pendant que le tombeau nourrit les vautours chauves, pendant que la nature, dans ses profondeurs fauves, fait manger le chacal, l'once et le basilic, l'homme expire. Oh, la faim! C'est le crime public. C'est l'immense assassin qui sort de nos ténèbres. Dieu, pourquoi l'orphelin, dans ses langes funèbres, dit-il « J'ai faim » L'enfant n'est-il pas un oiseau? Pourquoi le nid a-t-il ce qu'il manque au berceau? Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à la vie. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne sont pas à vous. Vous pouvez leur donner votre amour, mais pas vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez héberger leur corps, mais pas leurs âmes, car leurs âmes résident dans la maison de demain, que vous ne pouvez visiter pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne cherchez pas à les faire à votre image, car la vie ne marche pas en reculant, ni ne s'attarde avec hier.
Vous êtes les arcs desquels vos enfants sont propulsés tels des flèches vivantes. L'archer vise la cible sur le chemin de l'infini et il vous tend de sa puissance afin que ces flèches volent vite et loin. Que la tension que vous donnez par la main de l'archer vise la joie, car de même qu'il aime la flèche qui vole, il aime également l'arc qui est stable. There may be many other nights like this when I'll be standing here with someone new. There may be other songs to sing. Bonjour, Madame de Chapoubus. Bonjour, madame. Monsieur, votre mari, se porte-t-il bien? Ça va, ça va. Et les chiens de monsieur, votre mari, se portent-ils bien? Ça va, ça va. Et les puces des chiens de monsieur, votre mari, se portent-ils à merveille? À ravir. Mais je ne suis pas venue ici pour vous raconter ma vie. Excusez-moi, madame. Il m'a dit, Marie Chantal, le printemps est arrivé. Il te faut un nouveau chapeau. Hein? J'ai alors bondi dans ma décapotable qui est garée devant votre commerce. Ah. Oui, très beau modèle. Très cher, chère madame. Que voulez-vous? Il faut vivre à la hauteur de son porte-monnaie. Je comprends. Ça ne doit pas être tous les jours facile de se lever en se demandant comment vais-je réussir à utiliser les 1500 € que mon mari m'a pris de dépenser aujourd'hui. Affreux, je ne vous dis pas. Les pauvres gens ne savent pas ce que c'est que d'être riche. Que voulez-vous? On ne choisit pas de n'être riche ou pauvre. Monsieur, mon mari, est un de bonne ouane. Ne l'oubliez pas. Il a du sang bleu dans les veines. Ce qui ne l'empêche pas de voir rouge lorsque son épouse revient des courses en ville. Bien sûr, madame. Sa mère, qui était esthéticienne à la cour du roi d'Angleterre, n'avait pas son pareil pour soigner les boutons, les gerçures et les durillons de la souveraine. Elle me chante le même refrain à chaque fois. Feu, son père, pratiquait la chasse à cour avec une meute d'au moins 300 chiens. On ne peut tout de même pas reprocher à ma belle famille d'avoir fait fortune sur le dos des pauvres gens. Qui oserait le penser, chère madame? Oh, vous savez, de mauvaises langues racontent que mon grand-père paternel, qui était académicien, aurait fait fortune, aurait amassé une fortune colossale en élevant des rats d'égout dans le plus grand laboratoire de Paris. Des rats d'égout? Dégoûtant. En fait, il ne s'agissait pas de rats d'égout, mais de rats de bibliothèque. Tout ce qu'il y a de plus propre et de bien élevé. Des rats comme on n'en fait plus. Mais je suis venue
chez vous pour acheter une nouvelle coiffure qu'elle sont bleues. Eh bien, bien sûr. Alors, voulez-vous essayer nos nouveaux modèles, madame? J'ai un plein carton qui vient d'arriver de Paris tout droit ce matin. J'y condescends. J'y condescends. Je vous laisse vous asseoir. Un instant. Voilà qui va faire notre affaire. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Voilà, chère madame. Non, trop campagnard à mon goût. Et celui-là? Non, trop maniéré à mon goût. Mon mari ne le supporterait pas. Madame? Ça vous va? Trop simple pour une personne de ma condition. Trop simple. Ah. Madame. Pour la pluie, ce n'est pas idéal. Eh ben, il m'en reste un. Voilà. Il est trop... Il est trop... Madame, je suis jamais contente. Trop comme ci, trop comme ça, mais madame, pourquoi reine? Mais vous ne m'avez pas laissé le temps de finir ma phrase. Je voulais dire qu'il était trop mignon. Oh non. Trop bichounou. Je vous écris. Quoi d'autre à dire? J'ai tout dit si je vous écris. Je sais,
Cela peut vous suffire pour me punir par le mépris. Mais dans ma peine, mon martyre, vous qui gardez un cœur qui bat, vous ne vous détournerez pas. Au début, j'ai voulu me taire. Croyez-moi, vous n'auriez pas su mon déshonneur si j'avais pu nourrir l'espoir, même éphémère, de vous revoir de temps en temps dans la maison de mes parents. Juste écouter ce que vous dites, répondre un mot, et seul après, penser, penser, oui, sans arrêt, attendre encore une visite. Les gens, dit-on, vous les fuyez. Tout vous ennuie dans nos retraites. Chez nous, si vous vous ennuyez, pour nous, vous voir est une fête. Par quel hasard être venu? Dans mon désert, dans mon silence, je ne vous aurais pas connu, j'aurais pu vivre sans souffrance. L'expérience feu d'un cœur sans expérience, avec le temps, se serait tu? Quelqu'un aurait compris mon âme. Je serais devenue sa femme, mère et modèle de vertu. Un autre? Non. Personne au monde n'aurait jamais reçu ma foi. C'est un décret des cieux qui gronde. Ils ont tranché. Je suis à toi. Ma vie entière fut un gage de notre alliance dans l'amour. Des dieux tu portes le message, gardien fidèle de mes jours. C'est toi qui me venais en rêve, invisible et déjà chérie. Tes yeux brûlaient dans mon esprit. Ta voix me poursuivait sans trêve depuis longtemps. Rêver cela? Non. Tu entras. Je fus certaine. Un froid brasier emplit mes veines. Je lus dans l'âme. Le voilà. Et quoi? Ta voix m'est familière. Tu me parlais, douce lumière, lorsque j'aidais les miséreux, ou soulageais par la prière du cœur le trouble douloureux. Et là, à la minute même, n'est-ce pas toi, vision que j'aime, qui dans la transparente nuit viens effleurer ma chevelure? Toi dont la voix aimante et pure ressuscite l'espoir enfui. Qui donc es-tu? Es-tu un ange ou un démon au charme étrange? Résous le doute qui me prend. Peut-être tout cela est vide, l'erreur d'un cœur encore candide. Mon sort peut-être est différent, mais soit. Accepte mon offrande. Mes jours sont tiens, si lourds qu'ils soient. Je suis en larmes devant toi. J'implore que tu me défendes. Tu vois que je suis seule ici. Qui me comprend ici? Personne. Je me languis, je déraisonne. Je dois me perdre ainsi. Viens me chercher, j'attends. Ranime d'un seul regard ce feu qui joue. Ou par un blâme légitime, rompt l'illusion d'un songe fou.
C'est fait. Je ferme cette lettre. L'effroi, la honte au fond du cœur. Et mon garant est votre honneur. J'ai foi en lui, de tout mon être. Ce touchant et sincère aveu d'amour ne reçut aucun écho jusqu'au jour où... Oh, si vous saviez combien il est affreux de se sentir consumé sourdement par les ardeurs de l'amour. Si vous saviez combien il est douloureux d'être toujours en lutte avec sa raison et avec son cœur, de se jeter à vos genoux, vous, absente, de vous adresser en sanglotant des prières, des aveux, tout ce que la langue humaine peut exprimer. Que m'importent mes succès, ma maison à la mode, mes salons remplis de la société la plus brillante. Ah, que je serais heureuse, à l'instant même, d'échanger toute cette mascarade, toute cette splendeur, ce feu et cet encens, pour une petite table et quelques livres dans notre pauvre logis. Le bonheur fut si près de nous. Il nous était si facile. Mais maintenant, mon sort est fixé pour jamais. Je suis mariée. Partez, je vous en conjure. Je m'adresse à votre honneur et à votre fierté. Je vous aime. Pourquoi le cacher? J'appartiens à un autre. Je lui serai fidèle jusqu'à la mort. Mais quoi? Le beau nom de fille est un titre, ma sœur, dont vous voulez quitter la charmante douceur. Et de vous marier, vous osez faire fête. Ce vulgaire dessein vous peut monter en tête? Oui, ma sœur. Ah, ce oui, se peut-il supporter? Et sans un mal de cœur saurait-on l'écouter? Qu'a donc le mariage en soi qui vous oblige, ma sœur? Ah mon Dieu, fille! Comment? Ah fille, vous dis-je! Ne concevez-vous point ce que, dès qu'on l'entend, un tel mot à l'esprit offre de dégoûtant? De quelle étrange image on est parlé blessé? Sur quelle sale vue il traîne la pensée? Ne frissonnez-vous point? Et pouvez-vous, ma sœur, aux suites de ce mot, résoudre votre cœur? Les suites de ce mot, quand je les envisage, me font voir un mari, des enfants, un ménage, et je ne vois rien là, si j'en puis raisonner, qui blesse la pensée et fasse frissonner. De tels attachements au ciel sont pour vous plaire? Et qu'est-ce qu'à mon âge on a de mieux à faire que d'attacher à soi, par le titre d'époux, un homme qui vous aime et soit aimé de vous, et de cette union de tendresse suivie, se faire les douceurs d'une innocente vie. Ce nœud, bien assorti,
N'a-t-il pas des apports? Mon Dieu, que votre esprit d'un étage pas, que vous jouez au monde un petit personnage, de vous claquemurer aux choses du ménage, et de n'entrevoir point de plaisir plus touchant qu'une idole d'époux et des marmots d'enfants. Laissez aux gens grossiers, aux personnes vulgaires, les bas amusements de ces sortes d'affaires. À de plus hauts objets élevez vos désirs. Songez à prendre un goût des plus nobles plaisirs, et traitant de mépris l'essence et la matière, à l'esprit comme nous, donnez-vous tout entière. Vous avez notre mère en exemple à vos yeux, que du nom de savant on honore en tout lieu. Tâchez, ainsi que moi, de vous montrer sa fille, aspirez aux clartés qui sont dans la famille, et vous rendez sensible aux charmantes douceurs que l'amour de l'étude épanche dans les cœurs. Loin d'être aux lois d'un homme en esclave asservi, mariez-vous, ma sœur, à la philosophie qui nous monte au-dessus de tout le genre humain et donne à la raison l'empire souverain. Soumettant à ses lois la partie animale dont l'appétit grossier aux bêtes nous ravale. Ce sont là les beaux feux, les doux attachements qui doivent de la vie occuper les moments. Et les soins où je vois tant de femmes sensibles me paraissent aux yeux des pauvretés horribles. Le ciel, dont nous voyons que l'ordre est tout-puissant, pour différents emplois nous fabrique en naissant, et tout esprit n'est pas composé d'une étoffe qui se trouve taillée à faire un philosophe. Si le vôtre est né propre aux élévations où montent des savants les spéculations, le mien est fait, ma sœur, pour aller terre à terre, et dans les petits soins, son faible se resserre. Ne troublons point du ciel les justes règlements, et de nos deux instincts, suivons les mouvements. Habités par l'essor d'un grand génie, les hautes régions de la philosophie, tandis que mon esprit se tenant terre à terre, goûtera de l'hymen les terrestres plaisirs. Ainsi, dans nos desseins l'une à l'autre contraire, nous saurons toutes deux imiter notre mère. Vous, du côté de l'âme et des nobles désirs, moi, du côté des sens et des nobles plaisirs. Vous, aux productions d'esprit et de lumière, moi, dans celles, ma sœur, qui sont de la matière. Quand sur une personne on prétend se régler, c'est par les beaux côtés qu'il lui faut ressembler. Et ce n'est point du tout la prendre pour modèle, ma sœur, que de tousser et de cracher comme elle. Mais vous ne seriez point ce dont vous vous vantez, si ma mère n'eût que de ces beaux côtés. Eh bien, vous prend ma sœur, que son noble génie n'est pas vaqué toujours à la philosophie. De grâce, souffrez-moi par un peu de bonté, des bassesses à qui vous devez la clarté, et ne supprimez point, voulant qu'on vous seconde, quelque petit savant qui veut venir au monde. Je vois que votre esprit ne peut être guéri du fol entêtement de vous faire un mari. Mais sachons, s'il vous plaît, qui vous songez à prendre. Votre visée, au moins, n'est pas mise à Clitandre. Mais par quelle raison n'y serait-elle pas? Manque-t-il de mérite? Est-ce un choix qui soit bas? Non. Et c'est un choix qui serait malhonnête que de vouloir d'une autre enlever la conquête. Et ce n'est pas un fait dans le monde ignoré que Clitandre est pour moi hautement soupiré. Oui, mais tous ces soupirs, pour vous, sont choses vaines, et vous ne tombez point aux bassesses humaines. Votre esprit à l'hymen renonce pour toujours, et la philosophie à toutes vos amours. Ainsi, n'ayant au cœur ni le dessein pour Clitandre, que vous importe-t-il qu'on y puisse prétendre? Cet empire que tient la raison sur les sens ne fait pas renoncer aux douceurs des encens. Et l'on peut pour époux refuser un mérite, que pour adorateur on veut bien à sa suite. Je n'ai pas grand péché qu'à vos perfections il n'ait continué ses adorations. Et je ne fais que prendre au refus de votre âme ce qui est venu m'offrir l'hommage de sa flamme. Mais à l'offre des vœux d'un amant dépité, trouvez-vous, je vous prie, entière sûreté?
Croyez-vous pour vos yeux sa passion bien forte, et qu'en son cœur, pour moi, toute flamme soit morte? Il me le dit, ma sœur. Et pour moi, je le crois. Ne soyez pas ma sœur d'une si bonne foi. Et croyez quand il dit qu'il me quitte et vous aime, qu'il n'y songe pas bien, et se trompe, lui-même. Je ne sais. Mais si tel est votre plaisir, il nous sera bien aisé de nous en éclaircir. Je l'aperçois qui vient, et sur cette bâtière, il nous saura nous donner une pleine lumière. Je n'ai pas répété. J'ai une anti-sèche. Mais j'ai des choses à vous dire et à vous dire. Bon, voilà. Alors d'abord, je serai bref. Alors méfiez-vous quand quelqu'un vous dit je serai bref, parce que ça n'augure pas quelque chose de court. Bon, mais bon, être bref, c'est quoi? C'est, pour résumer, l'enthousiasme, la détermination du groupe à préparer son spectacle ces derniers mois. C'est simple, un bel engagement à la fois personnel, et je me souviens encore de leur motivation à la première séance en début d'année, ce qu'ils souhaitaient faire, ce qu'ils souhaitaient découvrir, et puis un engagement collectif parce que la création d'un spectacle fédère l'ensemble des participants. On ne peut pas faire autrement, et à travers un projet commun. Donc un engagement personnel et collectif, enfin qui a résidé dans le rapport de confiance également, un rapport de confiance et d'écoute permanent tout au long des ateliers et des répétitions, une confiance dont chacun m'a témoigné et je les en remercie infiniment. J'ai donc dit que je serais bref, alors c'est promis. Merci.